Salut les ombres, ici Art et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast, Les ombres LGBTQ+. Mes deux acolytes sont là, Bueno et Yuri. Salut Art, salut Yuri, comment vous allez les amis? Hello les ombres, salut Art, coucou Bueno, comment vous allez? Hey guys, moi ça va plutôt pas mal, j'espère que vous aussi. Je suis plutôt en forme aussi parce que j'ai plutôt hâte d'attaquer le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui pour cet épisode nous parlerons d'hétéronormativité. C'est un thème qu'on voulait aborder depuis un moment déjà et qui est d'ailleurs un sujet assez vaste puisqu'il englobe les normes sociales, le patriarcat, la cisnormativité, l'hétérocentrisme, etc., etc. Mais je vais laisser le professeur Bueno mieux vous en parler en détail. L'hétéronormativité, c'est un sujet qui revient beaucoup dans les mouvements LGBT parce que tout simplement, vous allez voir pourquoi dans la définition, parce que c'est un ensemble de normes qui fait apparaître l'hétérosexualité comme quelque chose de cohérent, quelque chose de naturel et de privilégié. Ça implique aussi la présomption que toute personne est hétérosexuelle et que la considération de l'hétérosexualité est idéale et supérieure à toute autre orientation sexuelle. Je crois que Yuri veut rajouter un truc. Oui, pour faire court, en langage plus, plus abordable, plus ça implique le fait que lorsqu'on vous voit, on vous considère par le genre dans lequel vous êtes né et que de ce fait, on considère que vous êtes attiré par le sexe et le genre opposé de manière naturelle. Et justement, pour encore mieux en parler, nous recevons trois invités, trois personnalités, trois parcours et trois histoires pour cet épisode qui portera sur le thème de l'hétéronormativité. Rebecca, Jennifer, Yocast, bienvenue à vous. Moi, c'est Yocast. Je suis créateur de contenu sur YouTube. Je raconte un peu ma vie et je suis trop content d'être là avec vous aujourd'hui. Hello, moi c'est Jennifer, j'ai 22 ans et je suis afro-caribéenne et lesbienne. Salut, moi c'est Rebecca, je suis haïtienne et je suis pansexuelle et polyamoureuse. D'accord, super, bienvenue à vous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en passant déjà par la première question. Comment l'hétéronormativité affecte-t-elle les personnes LGBTQ+, à votre avis? Personnellement, je trouve que l'hétéronormativité, elle va venir, perturber la construction de soi en tant qu'individu. Parce que déjà, en parlant de mon parcours personnel, lorsque je regarde ma construction personnelle, déjà en partant de mes parents, je remarque que on a une sorte de projection sur toi, qui va venir erroner qui tu es. En te nommant hétérosexuel, on va nier qui tu es, nier ton homosexualité. Et de ce fait, on va avoir une construction difficile et même arriver à un stade où on va on va plus se rapporter à la bisexualité comme étant une sorte de porte de sortie. Je trouve que l'hétéronormativité, elle va créer une hétérosexualité forcée. On a des cadres normatifs. Des cadres normatifs et ça va faire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on va se nier. Et du fait qu'on se nie, on est dans une sorte d'auto-particularisation, en fait, lorsqu'on remarque qu'on est homosexuel. On se dit, c'est pas possible, pourquoi ça nous arrive aussi, éventuellement. Enfin, ça dépend de chaque parcours. Et ce qui va rajouter de la difficulté dans ta construction de toi-même, dans ton cheminement en tant que personne, en tant qu'individu, c'est aussi ta culture, je trouve. C'est ta culture. Et en tant que personne afrodescendante, en tant que personne antillaise ayant grandi dans un environnement avec des personnes noires, des Antillais, on n'en parle pas. On n'en parle pas et lorsqu'on en parle, on va venir nier notre existence. Et quand on ne la nie pas, on va relier l'homosexualité à des termes dégradants et des termes négatifs. Est-ce que tu en as déjà subi? Vraiment, indirectement. Que tu souhaiterais nous raconter une ou deux expériences marquantes dans ce sens? En ce sens, j'ai déjà entendu mes parents dire par exemple comme quoi les personnes homosexuelles ne devraient pas exister parce que c'est Adam et Ève et pas Adam et Adam, Ève et Ève. À partir de ce moment-là, ça me donnait déjà l'impression que
Je peux pas être lesbienne, je peux pas me nommer lesbienne, je peux pas m'imaginer lesbienne. Donc, à partir de ce moment-là, je me disais déjà, je peux pas nier mon homosexualité, mais au moins trouver une porte de sortie. Cette porte de sortie, pour moi, c'était la bisexualité. Et ça a erroné, pardon, ma personne, mon identité. Parce que tu penses que pour toi, en passant par le fait de te présenter au monde en tant que bisexuel, aux yeux de la société, ça se passerait mieux, tu serais beaucoup plus accepté, en fait. Ouais, c'est ça, je me disais ça. Alors que déjà, c'est faux. Dans les deux cas, je serais toujours discriminée. Je suis d'accord avec ce que disait Jennifer, parce qu'en fait, finalement, parce qu'on vit à travers la société, c'est un calque. Et finalement, sur nos sociétés afrodescendantes, le calque blanc ou européen centré, c'est vachement ancré dans la culture africaine, par exemple, ou même antillaise culturellement, tout ça par rapport à la religion et comment, du coup, la norme chrétienne, je dirais, s'est implantée aussi dans les colonies françaises. Pour ma part, et quand je pense aussi pour beaucoup d'autres membres de la communauté, moi, ça s'est surtout transmis lors de ma jeunesse pendant le lycée, collège, tout ça. Je commençais à découvrir qui j'étais, je commençais à comprendre ce que j'aimais aussi. Et quand tu vois que, entre guillemets, dans la masse des garçons, tu es le seul garçon à aimer des choses qui est dites pour les femmes, tu commences à te poser des questions. Et au début, tu te dis que tu as un problème et que les gens ils te font reconnaître que tu as un problème. Et c'est là où tu te dis qu'il faut que tu rentres dans la masse. Donc, quand tu dois rentrer dans la masse, justement, tu supprimes tout ce que tu, on va dire, aimes naturellement pour rentrer dans la masse, pour pas que tu aies de problème, pour pas que tu sois exclu, pour que tes amis, pour pas que tu sois insulté ou discriminé. Et donc, moi, dans ma jeunesse, j'ai longtemps été comme ça. Si vous me voyez, j'étais très, très le stéréotype qu'on pourrait dire d'un garçon. Donc, j'étais littéralement ça. Alors, c'était pas vraiment moi. Et comme je dis, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je ne suis pas un garçon, mais plutôt que je suis moi, mais avec un peu plus de paillettes, on va dire. Et étant plus jeune, les paillettes, c'est pas trop garçon. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter, de faire semblant de ne pas être la personne que tu es réellement? Qu'est-ce qui t'a Je sais poussé à pas changer? Je ne sais pas si vraiment il y a eu un déclic, mais à partir d'un moment, je pense que quand tu te renies longtemps et souvent, 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 je pense que ton cerveau, il peut plus accepter. Je pense que le cerveau ne peut plus accepter, même ton corps ne peut plus accepter. Moi, je sais que j'étais malheureux. J'étais littéralement malheureux parce que je voyais que j'étais pas la personne que je suis supposée être. J'étais littéralement malheureux et ça se ressentait sur mon corps, ça se ressentait dans ma personnalité. J'avais des sauts d'humeur, j'étais pas bien, je parlais mal à mes parents, à ma famille, tout. J'étais pas bien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Je me suis posé la question. Et j'ai compris qu'en vrai de vrai, c'est juste qu'il est temps que je m'accepte à 100%. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir vraiment ce chemin que je n'avais jamais emprunté étant plus jeune. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. J'ai commencé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que la transition pour atteindre la personne que tu es réellement a été facile ou t'es passé par des difficultés? Heureusement pour moi, elle a été facile parce que j'ai une famille qui m'aime, genre qui m'aime à 100%. Et c'est quelque chose que je remercierai jamais assez parce que on sait très bien qu'ici, étant afro-descendant, c'est compliqué, c'est super compliqué. Et j'ai eu de la chance, et ça, je remercierai jamais assez le Seigneur d'avoir des parents et une famille qui m'aiment à ce point parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que je peux m'affirmer aussi ouvertement et aussi fièrement. Je suis curieux aussi de savoir, pour Jennifer et Rebecca, comment ça a été pour vous d'assumer qui vous êtes dans votre famille, dans votre environnement, dans la société en général. Comment ça a été la transition? Alors, personnellement, assumer qui j'étais au niveau de ma famille, je l'ai jamais fait. Et d'ailleurs, je me suis jamais vraiment posé la question parce que je savais directement que j'allais être rejetée par rapport à leurs discours, les discours qu'ils envoyaient à l'encontre des personnes homosexuelles. Donc, à partir de ce moment-là, je me disais, non, ça, c'est pas possible. Mais dans d'autres cadres, comme par exemple avec ma famille, pardon, avec mes amis, ou même dans le cadre professionnel, c'est quelque chose que je vais pas cacher. Puis, c'est aussi quelque chose que comment dire, je considère que j'ai pas à faire de coming out au fur et à mesure de
comment dire, de mon évolution en tant que personne, je me suis rendu compte que j'avais pas à m'annoncer en tant que personne lesbienne, en tant que personne lesbienne, oui, car les personnes hétérosexuelles, elles n'ont pas à dire qu'elles sont hétérosexuelles. Donc, je laisse les personnes s'en rendre compte en disant, par exemple, oui, ma copine, ma crush, des trucs comme ça. Et comment ils réagissent en général quand Bah, les gens, tu... Vas-y. les gens sont assez surpris parce que ils ont pas cette image que je reflète de la lesbienne. Parce que je suis féminine, je suis féminine, en fait, tout simplement. Puis, ils s'attendent aussi généralement à des femmes blanches, j'ai remarqué, surtout lorsque j'étais au lycée ou même au collège. Pour eux, l'homosexualité, c'était relié aux personnes occidentales, en fait. Et enfin, c'était mon cercle d'amis noirs qui disait ça, enfin, qui avait cette pensée-là. Et comment dire, aussi quand même à partir de là, malgré tout, j'avais quand même cette idée où je me particularisais en tant que personne queer quand même, en tant que personne lesbienne, parce que je me sentais comme étant un cas à part du fait que je sois noire et lesbienne, malgré tout, même si j'avais Même quand même pas. ce côté où je m'assumais. Ouais, un cas à part. Je pense que c'est encore plus difficile quand tu es noir et en plus de ça queer dans la société. Ouais, c'est très difficile. Bah, je trouve qu'on n'a pas du tout la même approche de... Déjà, le processus, on s'identifie, c'est pas du tout la même du fait de la culture, du fait bah, du cadre familial, du fait de l'environnement, en fait, tout simplement. On n'a pas les ressources, on n'a pas les assises pour faire en sorte qu'on s'assume, comment dire, pas seulement qu'on s'assume, mais qu'on se connaisse suffisamment, et qu'on admette qui on est, qu'on mette un mot. Et ouais, c'est Bon, ça, qu'on mette un mot. je pense qu'il n'y a même pas de choix d'être autre chose que ce que eux ils ont projeté sur toi, finalement, en fait. C'est-à-dire, C'est-à-dire C'est ça. que tu n'as pas, en fait, comme tu l'as expliqué, tes parents, ils, euh, ils ont projeté sur toi une vision hétérosexuelle. exact. Donc le fait que toi, comment dire, ils te mettent dans une case d'hétérosexuel, tu ne peux plus, en fait, tu as l'impression que tu te sens emprisonné dans la vision de tes parents et tu peux plus être autre chose qu'hétérosexuel. En fait, tu as l'impression que Ouais. tu peux plus être autre chose. Et donc, du coup, tu es obligé de vivre dans une espèce de mensonge, quoi, je Ouais, sais tu pas, en te tout voiles cas, la face. bah oui, tu te vois à la face, comme tu l'as dit, donc comme tu le diras pas à tes parents parce que ils ont une vision assez fermée de l'homosexualité et pour toi normalement tu es hétérosexuel quoi. C'est Ouais, plutôt dans c'est ce ça. sens-là. Du coup, ça empêche la personne de d'avoir le choix. En fait, tu n'as même pas le choix, tu n'as même pas la possibilité de te dire que il y a possibilité d'avoir une deuxième case où tu peux peut-être trouver plus ta place ou un truc comme ça. Ouais. En tout cas, moi, Et c'est comme ça que je l'ai vécu personnellement. d'accord. Et ce que je voulais dire, c'est que on parle souvent de la construction de soi individuelle, mais celle par le biais des parents, elle est hyper, hyper, hyper importante et Mhm. ça nous fausse, comme tu le dis, Ah oui. dans notre perception. Pour rebondir à ce que disait Jennifer, bon, moi j'ai été adoptée, donc ma mère est blanche. Et dans les attentes que j'ai perçues d'elle, ou même de ma famille, ils s'attendaient à ce que je sois, entre guillemets, une noire plus plus. Parce que du coup, j'ai été adoptée, je reçois une éducation française et occidentale, et il y a cette fierté qu'a ma mère d'avoir adopté pour me donner une vie meilleure, entre guillemets. Donc il y avait déjà cette attente de réussite par rapport au fait de bien s'accommoder, de bien entrer dans les mœurs, tout ça. L'homosexualité, ça fait, c'est tabou en fait dans ces mœurs-là. Et à partir de ce moment-là où je lui ai fait mon premier coming out, où je lui ai dit maman, je crois que j'aime les filles aussi. Sa réponse, ça a été très intéressant et aussi très inquiétante, entre guillemets. Elle m'a dit tu penses pas que ça va être compliqué d'être
noir et gay, le fait de dire que déjà, être noir, c'est un handicap dans la société, entre guillemets, bien évidemment. Non, sans guillemets, c'est un handicap dans la société. Et être LGBT aussi. Et donc, son inquiétude, même si ça a été mal dit, je l'ai perçu comme ça. Et je trouve ça nul. Voilà, c'est nul. Ne soyez pas raciste et LGBT-ophobe. Allez, merci. Pour les personnes qui sont noires, qui sont africains ou afrodescendants, du moins, on grandit tous dans ce climat où déjà la sexualité de manière tout court, le sexe, la sexualité sont des sujets qui sont extrêmement tabous. Et quand tu grandis, tu dois apprendre des choses par toi-même. Que tu sois au final hétéro, que tu sois gay, tu apprends beaucoup de choses par toi-même. C'est pas tes parents qui te font t'asseoir et discutent avec toi. Enfin, peu de gens ont cette chance ou ce luxe, parce que clairement dans notre communauté, c'est un luxe. Donc, qui te font t'asseoir pour te parler d'un certain nombre, même l'utilisation des préservatifs, la sensibilisation, c'est pas fait en fait, c'est pas fait. Puis un jour on se lève, on s'attend à ce que tu aies des enfants ou que tu présentes quelqu'un C'est extrêmement sorti violent. de nulle part. Mais entre eux, il n'y a pas de milieu en fait, il n'y a vraiment pas de milieu. J'ai l'impression qu'on peut tous se sentir concernés par ce que tu viens de dire, Yuri. Est-ce que Yoka, si tu t'y reconnais? Ah ouais, je me suis reconnu 100% à tout ce qu'il disait. Parce que le truc, c'est que moi, ce que je pense, ce que j'ai peut-être la naïveté de penser, c'est que les parents, ils savent. Les parents, ils savent et ils veulent peut-être pas souvent l'assumer, mais ils savent. Parce que, disons, moi, je viens d'une fratrie, j'ai deux frères, un grand, un petit, et tout le temps, étant plus jeune, c'était ouais, c'est quand tu nous ramènes ta copine, ouais, moi, je veux des petits-enfants, machin, des choses comme ça. Je me disais, mais pourquoi elle précise tout le temps avec moi? Pourquoi tout le temps elle me dit ça à moi? Pourquoi? Même moi, quand j'étais même pas sûr de savoir ce que j'étais, quand j'avais pas de mots, de nom à donner sur la personne que j'étais, ma mère, c'était tout le temps la première à me faire des reproches par rapport à ma sexualité ou par rapport à comment j'étais juste. Tout le temps, je me disais, un jour, là il n'y a pas très longtemps, je l'ai confronté. Je lui ai dit, avant que je dise clairement que j'aimais les hommes, tout ça, en vrai de vrai, tu savais. Elle m'a dit, oui, c'est ces trucs que les mamans, elles savent, genre elles ressentent. Des trucs comme ça, tu peux pas lui mentir. Et je lui dis, alors, pourquoi, si tu savais, pourquoi au lieu de pas me faire comprendre que oui, je peux être comme ça, ou plus tard, je vais être sûrement faire face à des discriminations, parce que je suis d'une certaine façon, pourquoi tu ne m'as pas fait comprendre les choses là et tu as plutôt cherché à me renier pour me faire rentrer dans un moule? Elle me dit, euh, Elle me dit clairement c'est parce que elle a voulu me protéger, etc., etc. Donc quelque part dans ces mots, je sentais l'amour, mais je pense que c'est aimer mais de la mauvaise façon. Parce que pour moi, j'avais pas besoin qu'elle me renie, j'avais besoin plutôt qu'elle m'aide à embraser la personne que j'étais, quoi. Donc ça, je me dis que les parents, même si, enfin, la famille, ça c'est compliqué, surtout quand on est afrodescendant, tout ça, mais j'ai la naïveté de penser que nos parents nous aiment quand même. Donc, il faut leur dire peut-être. Il faut leur dire comment nous aimer. Il faut leur apprendre à comment nous aimer. Jennifer? Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce genre de parcours, en tant que personne noire et homosexuelle, en plus de prendre connaissance de soi, on va être aussi dans un processus où on va reprendre possession de soi aussi. On va reprendre possession de soi en tout simplement faisant des choix, en assumant qui on est, parce que longtemps, on a eu l'impression d'être illégitime de, comment dire, de ne pas prendre le chemin qu'on nous a pré-tracé, encore en parlant des parents. Et ça peut être hyper violent pour beaucoup de personnes de notre communauté. Il y a un truc qui est assez intéressant que j'aimerais ajouter, c'est que sur l'éducation qu'on reçoit de nos parents, l'éducation par la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là qui fait que les parents veulent garder un contrôle sur l'enfant et nous éduquent par la punition, par une espèce de chantage émotionnel et tout, et qui nous empêche nous-mêmes d'avoir le sens de la responsabilité ou le sens ou d'avoir des valeurs parce qu'on est conditionné par le fait que par l'amour de nos parents. On a l'impression que sans eux, vu qu'on est dans la culpabilité,
on ne peut rien faire, on n'est rien. Et on grandit avec cette culpabilité-là de vouloir toujours leur faire plaisir, de vouloir toujours en fait, leur récompenser par nos bonnes notes ou la personne qu'on va devenir, des trucs comme ça. Et du coup, c'est très difficile pour nous de devenir homosexuels quand on sait que nos parents ont des attentes hétérosexuelles sur nous et en plus qu'on est dans une dynamique de culpabilité, de conditionnement émotionnel et tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment compliqué en fait. Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour dans l'éducation que l'on reçoit. Et comme tu as dit, il y a une façon d'aimer. On n'a pas un mode d'emploi pour devenir un parent. On n'a pas non plus un mode d'emploi pour devenir un enfant. Mais voilà, l'enfant qui grandit, l'homme qu'on est devenu, la femme qu'on devient, on a cette responsabilité finalement de les éduquer. C'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que ouais, il y a pas mal de choses qu'il faudrait faire au niveau des parents pour les C'est sensibiliser. ce que j'allais dire, mais est-ce que c'est quelque chose de facile d'éduquer nos Non, parents sur ce genre de sujet? Surtout non. dans le contexte d'où on vient en tant que Noirs, Afro-descendants ou Africains, on sait que c'est compliqué dû à la religion, dû à la culture, etc. Et Hmm. Ouais. des fois, on n'arrive pas même à oser parler de ces sujets-là parce que c'est tellement tabou dans notre milieu que on se renferme et on reste cloîtré dans notre mal-être si on est du coup différent des normes attendues par ces sociétés-là. Après, je Ouais. me demande comment vous faites aujourd'hui pour arriver à vous en sortir et accepter qui vous êtes réellement. Avec mes parents, par exemple, j'ai attendu de fou avant de respecter tout ça. Parce que je sais que y a ce truc que quand tu es chez tes parents, tu peux pas trop remettre leurs paroles en cause. À partir du moment où j'ai quitté le foyer familial, ah là, c'était fini. Là, c'était fini. Je ne pouvais plus accepter quoi que ce soit. Je leur disais clairement, je leur disais que ça, c'est pas bon. Comment vous pensez, c'est pas bon. Même si c'est compliqué, même si ça élevait la voix souvent, parce que pour eux, c'est ce qu'on doit comprendre aussi, nous, c'est que c'est toute leur éducation qu'on remet en cause. Genre, c'est plein de trucs à eux que eux, ils ont intégrés, que vraiment, qu'ils ont dit, qu'ils pensent que c'est la meilleure des façons qu'on doit remettre en cause. Donc, tout ça, là, c'est compliqué à faire. Mais je pense que si on le fait petit à petit, ils vont comprendre. C'est important de ne pas lâcher l'affaire et de continuer. Même si quitte à s'embrouiller avec ses parents, s'embrouiller avec ses parents. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, moi, je pense. Mais est-ce que le débat est même ouvert? C'est ça le problème, en fait. Parce que tu sais, même quand tu vois des attitudes naturelles, peut-être tu peux être en train de regarder un film à la télé, ton, ton père ou ta mère est là. Genre, tu vas entendre des remarques façon que, oh, ces affaires de blanc là. Oui. Ou, oh là là, encore eux, ces gens, ils nous fatiguent. T'as une grosse goutte de sueur qui coule sur ton front là. Tu te dis que si seulement ils savaient. Il faut leur dire, moi, il n'y a pas de. En fait, c'est que nous, on veut être mal à l'aise par rapport à ce qu'on est. Il ne faut pas qu'on soit mal à l'aise. Si il dit des remarques bizarres, autant le corriger directement sur le moment présent, sans pour aller jusqu'à non plus à la bagarre, parce que c'est pas ça qu'on veut. Mais juste que s'il y a un truc qui nous met mal à l'aise, autant en parler directement et trouver les manières comment dire, mais il faut en parler directement. Il ne faut pas attendre rester là que, genre, comme il a dit, tu ne parles pas trop. Non, ouvre le débat. En plus, en général, les parents africains, ils aiment trop débattre. Donc, il faut parler. Faut parler. Ça dépend. Parce qu'on te dit là, encore c'est gentil, machin et tout là. Oula, tu vois, c'est une manière de te dire que non, c'est déjà bridé. Je suis un peu d'accord avec Yokas et un peu d'accord aussi avec Yuri. Parce que tu as dit, Yokas, tout à l'heure, que quand tu es parti de chez toi, à partir du moment où tu as quitté la maison familiale, tu as pu vivre ta vraie vie. Mais quand on prend le contexte des homosexuels en Afrique, avec le fait que ce soit dangereux aussi possiblement pour leur vie et tout ce qui s'ensuit derrière, le fait qu'il y ait le rejet, le fait que ça soit dangereux, ils ne peuvent pas juste arriver du jour au lendemain et décider de faire leur coming out et forcer la discussion avec leurs parents parce que derrière, il peut y avoir des répercussions. Et d'un côté, je suis aussi d'accord avec Jennifer sur le fait qu'elle ne fasse pas son coming out parce que je pense de la même manière. Pour moi, on n'est pas censé faire notre coming out parce que c'est tout à fait normal. À partir du moment où on décide de faire son coming out, bah, c'est se mettre dans la case où on est une anomalie. On est en dehors de la normalité. Donc, en fait, je suis partagé. Donc, ouais. Et après, c'est ça le problème de la société. Les lois sociétales sont faites de sorte que c'est la majorité qui domine, qui impose les règles. Tu vois? Et toi, tu dois te justifier d'appartenir à la minorité. Et c'est vraiment dommage. Comment l'hétéronormativité, aujourd'hui, avec tout ça, continuer à être perpétuée
dans les médias, dans la société, alors que on a l'impression qu'il y a, d'après les hétérosexuels, une propagande de l'homosexualité qui est là, qui commence à avoir de la force. Le problème, c'est que la télé, les émissions, tout ça, en fait, ils le font mal. Ils le font trop de façon à montrer que, regardez, on est inclusif. Ils le font trop dans ce sens-là. Au lieu que, enfin, je pense clairement que toutes les personnes de la communauté, ce qu'on veut, on veut juste qu'on soit inclus, mais de manière naturelle. Pas juste montrer, ouais, regardez, là, dans notre télé, dans notre série télé, il y a un couple homosexuel, nanana, et jouer tout dessus. C'est pas naturel, c'est pas normal comme on pourrait vivre, je sais pas, dans notre vie de tous les jours où on peut croiser des couples qui sont gays, hétéros, tout ce que tu veux. Là, c'est trop fixé dessus, c'est bizarre. Est-ce que c'est possible d'amener ça de manière naturelle, autrement que ce qui est présenté aujourd'hui? Enfin, moi, je voulais rebondir vite fait par rapport à ce qui a été dit. En fait, moi, je trouve aussi que c'est assez forcé dans certaines séries, dans certaines émissions, films, etc., dans le sens où tu as l'impression qu'on a besoin de mettre un quota avec des personnes LGBT et ça va venir aussi particulariser, j'ai l'impression, bah, notre identité, nos personnes, alors que, au final, tu as l'impression que c'est pas si normal que ça, à force d'être, enfin, comment dire, d'être dans une sorte d'outrance où c'est pas assez naturel. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a des séries, des films, etc., où il y a des personnes LGBT. C'est hyper, comment dire, valorisant et positif dans le sens où bah, il va avoir ça va, comment dire, ça va susciter une identification. Il y a la série 10% qui représente bien le couple lesbien, pas trop dans dans le cliché et tout, je sais pas si vous connaissez. Et aussi, il y a la série The Last of Us qui parle aussi, en fait, qui introduit aussi un couple gay, sans cliché non plus, de manière tout à fait touchante, attachante et tout. Donc, il y a pas mal de séries où quand même, je trouve que ils font des efforts. C'est pas tout à fait ça pour l'instant, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits. Je sais pas si vous Après, en avez d'autres. Becca, oui. après, ça dépend de comment la société elle est représentée dans ces séries. C'est-à-dire que ben, pour moi, la société, c'est une espèce de balance où il y a des choses qui sont acceptées, donc qui pèsent plus dans la société et qui sont mis plus au premier plan. Et ceux qui sont vus d'un espèce de manque d'équilibre, qui sont moins perçus et moins connus par cette société. Et en fait, ça dépend justement du monde qu'on veut représenter, par exemple, par rapport aux médias qu'on voit. Tu parlais de 10%. Tu vois bien que dans 10%, déjà, la place de la femme, elle est, elle est quand même pas totalement égale à celle de l'homme, mais il y a quand même un espèce de progrès dans la société qu'on nous fait voir. Donc, je pense que le fait que l'exemple du couple lesbien que tu cites, bon, qui est quand même un couple lesbien blanc, est quand même mieux accepté, mais c'est parce que ça veut être montré dans cette série-là comme pour qu'en gros que la série elle puisse se réaliser, pour qu'ils puissent nous montrer ce qu'ils veulent nous montrer en tant qu'acceptation et tout ça, parce qu'elle représente du coup un système où c'est plus mis en valeur. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans les, Parfaitement. dans les films que tu avais dit, Bruno, il y en a un qui s'appelle Avalonia, l'étrange voyage. Si vous n'avez pas vu, c'est sur Disney+. N'hésitez vraiment pas à aller voir. C'est un film, de base, c'est un film d'animation. Hein. C'est pour les enfants et tout. Et j'étais vraiment choqué parce que je m'y attendais archi pas. Je regardais le film et tout, et il y a il y a une scène où il y a un mec qui arrive et il y a le personnage principal qui commence à être, vous savez, timide, genre. On voit, il commence à rougir, que le mec, il est gay. Et je me dis, oh mon Dieu, mais c'était tellement naturel pour moi dans les séries, tout ça. Comme ça devrait être. Pas un personnage, je vais écrire, ça va être le gay, lui le noir, lui le machin, lui le machin. C'est nul, genre. Là, c'était vraiment parfait, je trouve. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ceux qui n'ont pas vu. C'était subtil. Et je voulais aussi revenir et rebondir d'abord sur l'influence des médias. Parce que, en vrai, moi, je vois que, en fait, comment dire, c'est un couteau à double tranchant. Dans la mesure où je comprends d'une part l'intention qui est faite, parce que, bon, les gens vont parler de propagande, mais je pense aussi que l'effet recherché, c'est un appel à la tolérance. Pour rappeler aux gens que qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ça existe.
et que qu'ils l'acceptent, qu'ils ne l'acceptent pas, des gens comme ça, ils sont là au quotidien et autour d'eux. Donc, je pense plus que ce est essayé d'être véhiculé, c'est plus la tolérance de l'autre, malgré ses divergences, le fait que enfin, quelqu'un qui est totalement hétérosexuel puisse regarder ce type de série, le fait que justement quelqu'un qui soit LGBT puisse se sentir, avoir une sorte de représentation cinématique là-dessus. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de ça. Maintenant, enfin, je vous rejoins sur le fait que souvent, c'est un peu le cliché de, du LGBT qui est dépravé, qui aime le sexe, qui ne garde qu'à Oui. ça. Donc, bon, même nous, on est fatigué de ça. Alors, du coup, ça amène une question que j'aimerais vous poser, du coup. Alors, pour vous, comment les institutions, c'est-à-dire les écoles, les religions et gouvernements maintiennent l'hétéronormativité? Les cours d'éducation sexuelle. Ça, c'est un truc vraiment, je comprendrai jamais comment, genre, on peut instruire seulement comment se passent les rapports, mais entre hommes-femmes. Genre, étant plus jeune, moi, je trouve ça, maintenant que je sais comment ça se passe, je trouve ça un peu choquant parce que si je n'avais pas fait mes propres analyses, mes propres recherches sur le terrain, ça aurait été compliqué de savoir comment ça se passe. Donc, vraiment, je pense que les écoles devraient mettre en place un cours d'éducation sexuelle pour tous. Mais bon, après, je pense que les parents, je pense qu'ils viendront un peu foutre la zizanie, mais je pense que ce serait vraiment important, je pense. Vous direz que ça a eu quel impact sur vous, sur la personne que vous êtes aujourd'hui? Moi, pour ma part, déjà, avant, j'étais très, très chrétien, à fond à l'église et tout, et tout, et tout. Et quand j'ai commencé à apprendre qui j'étais et que je voyais que ça ne matchait pas vraiment avec les valeurs de l'église, c'est là que je me suis dit, donc en fait, au début, je me suis dit, donc en fait, Dieu m'aime pas, quoi. Je me suis dit, j'étais un démon, j'allais finir aux enfers et tout, et tout. J'étais vraiment pas bien parce que je portais beaucoup, 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 beaucoup d'attention à l'église, là où j'étais plus jeune. Et c'est plus tard en étant plus grand et en grandissant que j'ai compris, que j'ai détourné un peu cette relation que j'avais avec Dieu à travers l'église, on va dire. Donc, du coup, pour moi, c'était plus église, Dieu. Enfin, moi, église, Dieu, c'est plus moi, Dieu, directement. Le fait que ça a eu sur moi, je me souviens pas avoir été très croyante des légionnaires. C'est ce qui me faisait plutôt réfléchir, c'est l'effet qu'a la religion sur certaines personnes. Et mon arrière-grand-père est mort quand j'avais 13 ans. Et finalement, lui qui était très croyant et très pieux, la façon dont je voyais la religion se transmettre par rapport à lui, c'était juste qu'il voulait que faire du bien, que les gens soient heureux. Et finalement, je me suis dit, c'est ce que toutes les religions normalement devraient prôner. Et donc, je ne vois pas pourquoi les gens devraient être exclus si les religions elles visent à ce que tout le monde soit heureux, quoi. Est-ce que vous pensez que tout ça a contribué ou contribue même actuellement à la discrimination et à la marginalisation des personnes LGBT? Je pense que oui, tout à fait. Ouais. Et que malheureusement, on ne garde pas la chose la plus importante en tête, qui est de respecter et de tolérer l'autre, même s'il ne nous ressemble pas, quoi. Moi, je trouve que la religion, c'est l'argument le plus fort qu'on nous jette au visage pour nier notre homosexualité, pour nous cracher dessus, en fait, en tant qu'homosexuel. Personnellement, en tant que personne racisée, lesbienne, j'ai été aussi éduquée dans la foi, sauf que je ne me suis pas particulièrement posé de questions avec le fait que je sois lesbienne et le fait que je sois chrétienne en même temps. Comment dire, je pense que je me laissais quand même, enfin, pas vraiment porter par le vent, mais j'étais, comment dire, j'étais assez froide sur ces questions-là. J'essayais pas de voir plus loin. Je pense que c'était surtout parce que j'avais peur d'aller chercher plus loin, de me poser des questions à ce sujet, parce que ça reviendrait à me dire que j'irais éventuellement en enfer. Donc, je niais toutes ces possibilités-là et je me posais pas de questions, en fait. C'était pour me protéger, finalement. Je savais que j'étais attirée par les femmes, mais je me posais pas de questions. Je ne corrélais pas ça avec ma religion. Yoka, tu semblais plutôt d'accord tout à l'heure. Avec ce que disait Jennifer, oui, mais
En vrai, j'aurais voulu même avoir cette force mentale, je pense, étant plus jeune, parce que moi, j'ai directement mis un terme à tout. Genre, j'ai mis un terme à tout, j'ai dit, c'est mort, c'est pas une religion enfin, c'est pas la religion qui est pour moi. J'ai carrément tout renié, quoi. J'aurais vraiment préféré avoir peut-être la même mentalité que Jennifer. C'est Jennifer qui a dit ça. C'est Jennifer, ouais. J'aurais préféré même avoir la mentalité que toi à ce moment-là. Malheureusement pour moi, je l'ai pas eu, mais c'est pas grave, je me sens quand même bien actuellement avec ce côté, on va dire, spirituel que j'ai. Mais c'est vrai que, étant plus jeune, je pense que ça m'aurait aidé. Ouais. Je sais pas si vous avez vu passer cette info. Aux États-Unis, il y a un groupe catholique qui a acheté pour 4 millions de dollars des données d'application de rencontres gays. Tout le monde sait c'est quelle application. Pour identifier tous les prêtres gays aux États-Unis et les dénoncer auprès des évêques. C'est quand même dingue je sais pas, c'est justement un exemple typique d'hétéronormativité qu'on pourrait trouver dans nos institutions. J'ai envie de dire aux gens que, avant tout, Dieu est amour. Et même dans les tests, il est dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, en soi, le pouvoir de juger l'autre ou de dire à l'autre que non, tu iras en enfer n'appartient pas aux hommes. Exactement. Ça n'appartient pas aux hommes. Ça appartient à Dieu et à lui seul. Comment on pourrait amener les personnes hétérosexuelles à rejoindre, de les faire adhérer à ce mouvement d'inclusion, justement? Je dirais comme pour le racisme, du coup, genre, vraiment les inviter à faire leurs recherches et à vraiment décomplexer, du coup, tout ce qui est, du coup, religion et point de vue social par rapport à ça. Moi, honnêtement, je pense que Béka, ce que tu dis, c'est grave utopique, dans le sens où tu demandes à des gens qui sont contre nous d'aller faire des recherches. Genre, est-ce que je pense pas que ces gens-là seraient prêts à faire des recherches genre, pour nous comprendre, nous. Ouais, Déjà, mais je sais pas, il y a des alliés, il y a des alliés pour le racisme, donc pourquoi pas pour l'hétérosexualité et puis tout ce qui est hétéronormé dans la société. je suis archi d'accord, mais est-ce que vraiment une personne qui veut, entre guillemets, prendre conscience des choses, elle va se laisser écouter par une personne qui est externe? Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends un peu Totalement. Mais après, de toute façon, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. C'est comme pour le racisme encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et tout ne sera pas réglé en une soirée YoCast. Je sais bien. Et sur ça, moi, je suis tellement défaitiste. Moi, déjà, rien que le fait par rapport au racisme, moi, je pense que jamais ce sera fini. Alors, l'homophobie, et encore moins. Transphobie, encore moins. Ça, moi, j'y crois même pas. Je vous dis la vérité. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup, Yocast? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faut que la Écarter les hétéros, se concentrer sur nous et avancer. Elle explose. Après, on recommence l'humanité et on essaye. On espère que les gens sont un peu plus intelligents parce que franchement, je sais pas. Voilà. Lucas, c'est un anarchiste. Il faut tout casser et tout reprendre. Mais les idées, elles ne meurent pas. Je pense qu'il faut toujours continuer à faire valoir nos voix, toujours continuer à lutter, à sensibiliser, pas forcément déconstruire parce qu'à un moment donné, c'est drainant, c'est fatigant. Puis les gens sont tellement dans leur zone de confort, sont tellement entêtés des fois par rapport à l'excuse de la religion, par rapport à l'excuse de la culture, de l'éducation, que ça rend encore plus difficile la tâche, je dirais pas la tâche parce que c'est pas, comme je dis, c'est pas notre rôle. Mais je pense que, comme ça a été dit, on devrait continuer à se concentrer sur nous et éventuellement faire ressortir nos voix à l'extérieur. Enfin, de toute façon, légitimer notre parole, nos voix. C'est important. Ouais, totalement. Ouais. Enfin, de toute façon, ce qu'il faut, c'est éviter de se casser entre nous, en fait, de se rediviser au sein de nos petites minorités pour renvoyer un message plus convaincant, peut-être, justement, à la masse hétérosexuelle. Du coup, tu veux dire que c'est quelque chose qui a toujours été inculqué, qui est inculqué par la société, qui est quelque chose qu'on doit déconstruire, qui est ancré, ouais. Qui est ancré aussi, et que le travail doit aussi commencer dans notre propre communauté, déjà aussi. Oui. C'est ce que je voulais ajouter. Je pense que le problème doit être traité à la racine. Tu as évoqué tout à l'heure de manière indirecte les vices de la société patriarcale, parce que je pense aussi que
beaucoup de choses partent de là parce que la définition même de l'hétéronormativité revient au modèle sociétal qu'on a aujourd'hui, qui est un modèle patriarcal. Et aussi, pour revenir un peu sur les schémas euh, médiatiques aussi, ça a à peu près la même connotation parce que beaucoup vont parler de propagande en mode oui, on veut faire en sorte que les enfants deviennent tous LGBT, machin, machin. Si, en fait, il y avait un trafic d'influence à ce niveau qui était fait, je pense quand même que le trafic d'influence est fait d'une majorité vers la minorité. Pourquoi est-ce que des personnes qui sont LGBT n'ont pas subi le trafic d'influence de tout un schéma hétéronormé dans lequel ils ont grandi et du coup devenu par effet mimétisme? S'il y avait un trafic d'influence à ce niveau, pourquoi est-ce qu'on ne subit pas le trafic, mais eux, ils ont peur que ce soit la minorité qui fasse le trafic d'influence? Ça n'a aucun Ça n'a sens. absolument Ouais, ça a ça encore n'a sens. aucun sens, tu vois. Et aussi, si c'est avec les films on devient gay, pourquoi est-ce qu'avec tous les films hétéros que les LGBT ont regardé ne sont pas devenus hétéros? Alors, ce que j'allais dire, c'est que avec tout ce qui se dit là, par rapport à, par exemple, les films où on va mettre en valeur les personnes LGBT, etc., que ça va créer une sorte de propagande, je trouve que c'est tellement hypocrite parce que l'hétéronormativité, c'est un système de pouvoir, un système de... Enfin, je pourrais comparer même ça à une sorte de système de domination, en fait. Et ils ne se rendent vraiment pas compte. Et à partir de ce moment, je pense que c'est... Enfin, déjà, c'est difficile pour eux de se rendre compte et c'est difficile pour eux de prendre conscience de leurs privilèges et du fait ils ont vraiment leur assise sur la société et que deux, trois homosexuels dans une série, ça va pas rendre tout le monde gay, en fait. Et surtout, ce mot propagande, c'est super fort et c'est super mal connoté, en fait, alors que il y a, en fait, il y a de mal à personne qui fait, en fait. Moi, pour moi, le seul truc vraiment qui aiderait, ce serait les discussions, mais à petite échelle. Par exemple, moi, si je rencontre une personne qui a des pensées, on va dire, différentes ou malsaines envers la communauté LGBT, justement, moi, lui en parler. Prendre le temps d'en parler, même si c'est galère, même si c'est compliqué, même si c'est chiant, parce que je dois faire face à une personne qui va pas vouloir forcément ouvrir son esprit. Au contraire, continuer et peut-être forcer la chose. Même si, genre, c'est peut-être une personne sur 1 milliard, mais je pense que si tout le monde fait ça, quelque part, il y a possibilité que que ça ait un grand impact et que surtout les personnes ne voient pas ça justement comme ils le disent, une propagande aux LGBT. Genre. Je pense que si c'est juste une discussion normale et qu'on n'ait pas peur justement de parler avec ces gens-là, je pense que ça pourrait aider à grande échelle. Jennifer ou Rebecca, un dernier truc à rajouter? Non, j'allais juste dire deux, trois mots. Je pense que c'est vraiment cette notion de légitimer sa parole et de ne jamais avoir peur de se positionner par rapport au discours de l'autre, parce que souvent, on est toujours craintif, on est toujours fuyant, en fait, parce qu'on nous a trop rabâché le fait qu'on doit se faire discret et finalement, on doit tenir tête. Enfin, pas tenir tête, être dans le dialogue, tout simplement. Je suis totalement d'accord parce que c'est vraiment ce qu'on vit, c'est ce qu'on est. Et il faut en parler, il faut le répéter, le crier, le chanter, aller manifester, tout ça, quoi. Les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. Et oui, c'est déjà la fin. Mais nous vous retrouverons bientôt pour le prochain épisode. En attendant, pour ne manquer aucune nouvelle sortie d'épisode, activez la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous laisser vos avis, commentaires ou évaluations sur vos différentes plateformes d'écoute. Nous sommes disponibles à l'écoute sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et bien d'autres. Nos réseaux sociaux, Insta, Twitter, seront dans la barre de description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je tiens aussi à remercier Jennifer, Rebecca et Yocast d'avoir accepté de participer avec nous à l'épisode du jour. Yocast est créateur de contenu. Il est sur YouTube, Insta, Twitter, TikTok. Son contenu est juste incroyable. C'est quelqu'un de super, c'est un amour. Son contenu est instructif. Allez-y regarder, fourrure garantie. Et aussi vous, nos chers hommes, on vous remercie. Merci de nous suivre et de nous écouter dans plus de 41 pays maintenant. C'est incroyable pour nous et ça nous fait extrêmement plaisir. Continuons d'évoluer ensemble. Tout est dit, Yuri, Bonnet et moi-même vous retrouverons pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye les ombres. Salut, merci beaucoup. Au revoir les gens. Salut! Salut.